Si, ça marche. Donc, bonsoir à tout le monde. On continue donc sur le 6e atelier de santé, c'est le poumon et sa structure. Je fais comme d'habitude la première partie et Jean-Jacques prendra ensuite. Au départ, M. Kesch annonce que beaucoup de choses qui n'avaient pas été comprises alors qu'on les avait sous les yeux vont être expliquées aujourd'hui et que le temps du changement est là. Ensuite, c'est le docteur Elia qui prend la suite pendant toute l'anatomie. Donc, elle dit, nous avons 2 poumons, connectés l'un à l'autre par les bronches. Le poumon est placé dans notre cage thoracique. Notre système respiratoire commence par notre nez et en partie la bouche, ensuite le pharynx, larynx, la trachée, qui se divise en 2 bronches, puis les principaux tubes bronchiques. Ça, c'est ce qu'on voit, ce que Jean-Jacques est en train de nous montrer. La cage thoracique ou thorax est importante car la pression en elle est inférieure à la pression atmosphérique extérieure. Et ça, c'est très important de s'en souvenir, ça va jouer pour tout, que ce soit le transport des gaz, les échanges cellulaires ou même la respiration en elle-même. Dans l'image qui suit, on voit l'anatomie. C'était un peu la même image. Les poumons reposent et couvrent le diaphragme dans sa partie supérieure. Le diaphragme est un muscle plat qui sépare le corps en 2 cavités, thoracique et abdominale. Et on peut noter que les pressions sont différentes dans chaque cavité. Le diaphragme supporte le mouvement des poumons. Ensuite, on revient aux bronches. Donc, la bronche droite, que Jean-Jacques peut nous montrer. Oui, sur la première image, oui, celle-là. La bronche droite est reliée au poumon droit, lequel est fait de 3 lobes. On les voit aussi, supérieur, médian et inférieur, alors que le poumon gauche, relié à la bronche gauche, n'a que 2 lobes, le cœur prenant une place plutôt à gauche en fait. Ensuite, chacun de ces lobes se divise en segments de plus en plus petits. Et tout autour des poumons, en restant sur cette image, Jean-Jacques, tout autour des poumons, on voit cette zone bleue. C'est la plèvre. Elle est constituée de 2 feuillets. L'un enrobe les poumons et l'autre est fixé à la cage thoracique. Et entre ces 2 feuillets, on a le liquide pleural. C'est la plèvre et ces 2 feuillets avec le liquide au milieu qui permet que le poumon puisse glisser dans la cage thoracique avec les mouvements respiratoires et que ça se fasse sans frottement. La plèvre permet aussi que le poumon reste en place et fonctionnel puisqu'elle le fixe à la cage thoracique. Donc, il ne peut pas complètement se collaber, se rétrécir. Il y a aussi à la surface interne des bronches un épithélium ciliaire. Quand on voit une coupe de bronches, c'est un peu comme si dans notre nez, c'est-à-dire sur la surface, vraiment comme notre peau, l'épithélium, avec plein de cils. Et il y a un mouvement et ça permet de remonter avec un mucus qui est en permanence, des poussières, des choses comme ça. Ce mouvement est permanent tout au long de l'arbre bronchique. Ensuite, il y a une photo simple qui montre vraiment l'arbre bronchique, et c'est avant celle-là, qui se ramifie en bronchioles, oui, celui-là, de plus en plus petites. On peut les comparer aux branches d'un arbre, dont les feuilles seraient les alvéoles. Les alvéoles sont comme des grappes de petits sacs, elles sont le tissu du poumon. Alors que le poumon et les bronches, le poumon ne contient que des muscles lisses, dont la régulation, on l'avait vu les autres fois, provient de la partie émotionnelle du cerveau. Ces muscles sont sur l'arbre bronchique et ont donc, grâce au système nerveux, la capacité à se contracter et à se relâcher, ce qui donnera le cycle de la respiration. Après, on voit l'image que tu as passée déjà plusieurs fois de tout le système artério-veineux des poumons. On voit vraiment cette image bleu-rouge et tout le système artério-veineux qui est énorme et qui se divise exactement en même temps que les bronches. Dans chaque tube bronchique, on va trouver ensemble une artère, une veine et un vaisseau lymphatique. Et la ramification de chacun va se faire exactement en même temps que celle du réseau bronchique. Ceci parce que la fonction principale du poumon est d'échanger le CO2 et l'O2, l'oxygène et le gaz carbonique, ainsi que d'autres éléments de l'air inspiré. On voit ensuite l'image des sacs alvéolaires au bout des bronchioles. Chaque alvéole est recouverte de capillaires artériels en rouge, peut-être celle juste avant celle-là. Veineux en bleu et lymphatique en vert.
Ouais, il y en avait encore une autre, mais ce n'est pas très grave. Donc, ça fait vraiment un réseau comme un filet, où on voit les bronches, le système veineux, le système artériel et le système lymphatique qui couvrent tout autant. Donc, voilà, tout est couvert. C'est vraiment comme un filet qui recouvre l'alvéole. Ensuite, on voit une coupe carrément de l'alvéole. C'est la photo un peu de fleur que tu as montrée tout à l'heure. On dirait une fleur exactement au nombre d'or quand on calcule, enfin quand on regarde les mesures précisément. On a un trou au milieu par lequel l'air entre et sort. Dans chaque alvéole, il y a un liquide qui la recouvre qu'on appelle le surfactant, qui est un agent tensioactif. C'est la substance qui empêche les parois de l'alvéole de se coller l'une à l'autre au moment de la contraction ou expiration. Le développement de poumons se termine au cours des 8e et 9e mois in utero. C'est ce qui explique qu'un enfant prématuré puisse avoir des problèmes respiratoires pulmonaires, le développement du surfactant n'étant pas terminé. Après, nos poumons dans la respiration sont comme une pompe. Nous inspirons et nous expirons. La pression, voilà, oui. La pression de l'air extérieur est appelée pression atmosphérique. L'air se déplace dans et hors des poumons en raison d'une différence de pression entre l'air extérieur et l'air intérieur des poumons. La pression à l'intérieur des poumons s'appelle la pression intrapulmonaire. Lorsque la pression atmosphérique est égale à la pression à l'intérieur des poumons, il n'y a pas d'échange d'air, il n'y a pas de flux entre l'extérieur et l'intérieur. Lorsque la pression atmosphérique est supérieure à la pression intrapulmonaire, l'air peut entrer dans le poumon. C'est l'inspiration. Lorsque la pression intrapulmonaire, quand l'air a vraiment gonflé le poumon, elle devient à ce moment-là supérieure à la pression atmosphérique et on peut expirer. L'air sort de nos poumons. Il est important de comprendre qu'inspiration et expiration ne sont possibles que s'il y a ces différences de pression intra- et extrapulmonaire. Sans cela, soit les poumons s'effondreraient, soit ils s'expanseraient, c'est-à-dire ils se dilateraient au point de ne plus pouvoir bouger, tellement il y aurait d'air. On voit, il parlait aussi après des urgences et des cas de problèmes dans ce genre. On voit les urgences des cas, par exemple, de pneumothorax. Le poumon, sous l'effet d'un choc, se décolle de la plèvre et s'effondre. Il ne peut plus se dilater. Il se colle vraiment contre la branche principale. Donc, les poumons ont leur mouvement grâce à une différence de pression et ce mouvement est supporté par le mouvement de la cage thoracique et par celui du diaphragme. Le tout fonctionne en unité. À l'inspiration, le poumon s'expanse, la cage thoracique aussi, tandis que le diaphragme s'abaisse. Notre poitrine est comme un ballon. À l'expiration, le diaphragme se contracte et remonte, tandis que les muscles de la cage thoracique, c'est-à-dire les muscles intercostaux, se contractent aussi, la poitrine devenant plus étroite. Les poumons ne se vident pas complètement à l'expiration. À la fin de l'expiration, les muscles lisses bronchiaux offrent une résistance qui empêche le poumon de se vider davantage. L'air qui reste est appelé le volume résiduel. Cet air résiduel permet que les poumons conservent leur forme et leur fonction et évite qu'en fin d'inspiration, ils ne se collent l'un à l'autre. Dans le schéma suivant, on voit juste le poumon en forme de réacteur. Il est divisé en 3 parties. Le bas ou base du poumon, voilà oui, est étalé sur le diaphragme et très vascularisé. C'est la zone 1. C'est la base. La zone 2 est au milieu et la zone 3, qui est le haut du poumon, est appelée apex. Elle arrive au niveau de nos épaules et contient davantage d'air. Dans ces 3 zones, la pression est différente et dans chaque zone, il y a aussi des pressions différentes entre air, artère et veine, ce qui donne des gradients différents grâce auxquels nous sommes capables d'échanger les gaz de l'air et de les envoyer dans notre circulation sanguine. Ce gradient de pression se retrouve au niveau de chaque poumon comme au niveau de chaque alvéole. C'est vraiment un modèle répétitif, c'est ce qui nous permet de respirer. Je continue. Donc tout se joue, comme on a vu tout à l'heure, comme une pompe d'échange entre l'air extérieur atmosphérique et l'air intérieur de nos poumons. La respiration et la régulation des poumons, comme ils ont des cellules musculaires lisses, sont liés à la partie émotionnelle du cerveau. Ce lien se fait aussi par les récepteurs neurologiques des poumons qui traversent tous les systèmes nerveux, parasympathiques, sympathiques, et qui atteignent le noyau dans la moelle osseuse et les ponces à la base du cerveau.
Donc, c'est toujours relié à la base du cerveau. On en avait peu parlé l'autre fois, on avait vu les hémisphères qui étaient liés à la physicalité, le centre vraiment qui était lié à l'émotionnel et qui était vraiment le réacteur principal. Là, on va voir maintenant l'échange de gaz au niveau de l'alvéole. Donc c'est après, c'est sur une grosse image. Oui, il y a ça, c'est après encore. Oui, enfin si, c'est là, c'est bien. Comment se fait l'échange de gaz au niveau de l'alvéole et du système, non, c'est avant, et du système circulatoire. Là aussi, on retrouve le même modèle de gradient entre la quantité de gaz d'un côté et de l'autre. Et c'est grâce à ce gradient de pression que les gaz peuvent passer la barrière de l'alvéole et du système circulatoire. Donc là, en bleu, on voit l'alvéole. Au-dessus, on voit les vaisseaux. Donc le bleu, c'est veineux, le rouge, c'est l'artériel. Et on voit comment on rentre et sort sur le gaz carbonique et l'oxygène. L'oxygène qui évidemment est au niveau du rouge puisque ça devient sang artériel oxygéné. Et au niveau du bleu, ça perd le gaz carbonique qui vient de toutes les cellules et du nettoyage de toutes les cellules du corps par le sang veineux. Alors, je reprends mon texte. Donc, d'un côté, on voit l'oxygène qui traverse la membrane de l'alvéole et qui entre dans l'artère. Et de l'autre côté, on voit le dioxyde de carbone plus de l'eau qui entre dans l'alvéole. L'oxygène dans l'alvéole est à une pression de 100 mm de mercure et passe à 40 dans l'artère, tandis que le gaz carbonique était à 46 dans le sang et passe à 40. C'est très important, ces différences de pression, parce que sinon, il n'y a pas d'échange possible. Après, c'est peut-être un peu compliqué pour nous, parce qu'on ne va pas le retenir, mais bon, c'est juste avoir l'idée. Ensuite, le sang oxygéné artériel atteint chaque cellule de tout le corps. Et là, l'oxygène passe par la mitochondrie de la cellule et on retrouve, comme on avait vu dans le muscle, tout le système d'énergie ATP, ADP et libération du phosphore. C'est la respiration cellulaire. Et à partir de là, la cellule pourra, grâce à cette respiration cellulaire, à nouveau, elle, libérer le gaz carbonique dans la circulation veineuse par osmose et pas par gradient de pression au niveau cellulaire. Sur l'image suivante que tu avais mise tout à l'heure, là, avec le CO2, CO, on voit une alvéole, ah oui, non, ça c'était, et une bronchiole avec un vaisseau capillaire. Dans l'alvéole, il y avait de l'oxygène, du gaz carbonique et d'autres gaz. Dans le sang, qui est un liquide, on a de l'eau, du gaz carbonique, des cellules sanguines, comme les globules rouges qui portent l'hémoglobine. Voilà. C'est par la molécule d'hémoglobine que les échanges d'oxygène et de gaz carbonique se font dans l'alvéole dans un sens, puis dans la cellule dans un autre, puisque la cellule, c'est elle qui recevra l'oxygène. L'image suivante est une vue chimique de ces réactions. Alors, les chémorécepteurs, qui sont donc les récepteurs dans nos artères, dans la paroi des artères, surveillent les taux d'oxygène et de gaz carbonique et aussi de l'ion hydrogène dans notre sang et ainsi adaptent la profondeur et la fréquence de notre respiration. Le gaz carbonique est un déchet produit par le métabolisme des sucres qui fournissent l'énergie à la cellule. Donc, pour une molécule de CO2, comme va montrer Jean-Jacques, et une molécule d'eau, on va obtenir une molécule d'acide carbonique H2CO3. Mais comme celui-ci n'est pas stable, il va donner soit à nouveau de l'eau et du gaz carbonique, donc la flèche revient en arrière, là, soit du bicarbonate, HCO3 moins avec un ion plus, un ion H. Ceci dépendra du niveau de gaz carbonique et de bicarbonate dans le sang ou dans la cellule. Quand on est au repos, la concentration du sang reste relativement stable. Et en fait, donc, ce qui est important de retenir, c'est que la régulation de notre respiration n'est pas due au niveau de l'oxygène présent dans le sang, mais à celui du gaz carbonique, qui, lui, va être capté par le nucléus de notre cerveau, qui va ainsi pouvoir répondre en modifiant la respiration. Ainsi, si on manque de gaz carbonique, la respiration va être ralentie et on fera rentrer moins d'oxygène dans notre corps. On a besoin de gaz carbonique. Alors que si nous manquons d'oxygène, la respiration sera accélérée, de manière à ce qu'on en reçoive plus et qu'il en soit plus capté par les alvéoles.
Donc, le gaz carbonique est la molécule principale de la régulation respiratoire. Dans l'image suivante, on voit les échanges entre vaisseaux et capillaires lymphatiques. Le système lymphatique, ouais, c'est après, c'est juste là, voilà. Le système lymphatique, lui, accepte peu de matériel chimique ou cellulaire. On voit l'échange par les globules blancs, là, qui se passe. Sa fonction au système lymphatique, lui, c'est de nourrir le corps, alors que celle du sang est de le nettoyer. C'est un peu schématisé, mais voilà. Ensuite, on change totalement de sujet et on passe à une autre partie présentée par le docteur Elia. Oui, c'est ça. C'est la formation en étoile, avec cœur, poumon et cerveau et plasma, et avec le plasma libre et thymus. Donc, Elia va nous montrer la similitude qu'il y a entre notre corps et ses différentes cavités, et le système de réacteur dont parle M. Cage dans un des enseignements. Sur l'image, on voit les schémas avec les cavités que nous montre Jean-Jacques, et à droite, elle montre l'image d'un enseignement qu'il y avait eu peu de temps avant, où on voit effectivement la base 3 avec un point en haut, on voit vraiment le réacteur en étoile. Donc, dans l'image, en bleu, violet, rose, tout ça, on voit 3 cavités dans la poitrine, le poumon droit, le poumon gauche et le cœur. On a donc 3 réacteurs connectés entre eux et s'appuyant sur le diaphragme qui est leur base. On voit à côté la similitude avec le schéma de M. Kesch. Le 4e réacteur, beaucoup plus haut que les 3 autres, est la cavité crânienne. Et les 4 sont connectés les uns aux autres et ont une connexion bidirectionnelle. On peut mesurer la surface de l'air qu'ils forment. C'est notre champ électromagnétique pour cette portion du corps. Elia constate et trouve, en se servant du nombre d'or et de la géométrie fractale, ainsi que de la manière dont a été faite la pyramide de Khéops, que nous avons là une formation en étoile, identique à celle des cours de M. Kesch, et qu'en traçant une ligne reliant la cavité crânienne au centre de la base des 3 cœurs, les 2 poumons et le cœur, on trouve le thymus. Et le thymus est donc juste au milieu et en plein cœur de ce champ électromagnétique. Et c'est lui qui est capital et qui convertit tous les champs énergétiques de notre corps. C'est ma faute. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, d'accord, pas de problème. Ensuite, elle veut nous montrer le rapport avec le nombre d'or dans notre corps. Donc, il y a des images où on voit les schémas connus de Vinci, etc. Et puis d'autres. Bon, j'ai un peu résumé à ce niveau-là. Nous savons que la grande pyramide de Khéops est construite au nombre d'or. Et quand on mesure, comme tout à l'heure pour notre corps, l'espace entre le réacteur du haut, c'est-à-dire le sommet de la pyramide, par exemple pour Khéops, et le centre de la base des réacteurs, la base de la pyramide, et qu'on trace une droite qui les relie, le point situé au milieu de cette droite est celui situé au niveau de la chambre de la reine. Et en fait, elle dit que c'est la chambre du roi. Je n'ai pas tout à fait tout compris. Et dans notre corps, on a la même chose. Et la chambre correspond au thymus. Si on essaye de faire correspondre les différentes mesures sur le croquis, on voit que tout correspond. Tout peut vraiment correspondre, s'adapter. Elle résume ensuite l'importance et le rôle du thymus. C'est un détecteur de champs. En fait, tout ce qui arrive dans le corps arrive dans le thymus, qui convertit tous les paquets d'énergie qui rentrent dans le corps. Ce point central que l'on retrouve dans toutes les formations étoiles est capital, car c'est le point de connexion de tous les champs. Chaque organe a un champ en forme de torus. Donc, dans la formation étoile, chaque réacteur a un torus, et ces 4 torus se recoupent au niveau de ce point médian, qui est donc pour nous le thymus. Monsieur Kesch prend ensuite la parole et dit que tout ce qui concerne la technologie plasmatique fait partie d'un système universel et que ce qui vient de nous être expliqué vraiment parfaitement par Elia, docteur Elia, au sujet du poumon, est la seule chose que l'homme a en commun avec la création de l'univers, et c'est ce système de conversion. Pour lui, le poumon est une partie du cerveau et leurs structures sont très proches et liées au système nerveux et aux nerfs du corps entier qui ont aussi la même structure. Le poumon est responsable du maintien de la cohérence du système nerveux, ce qui jusqu'à présent n'avait jamais été compris par le monde de la médecine classique. Et là, j'espère que si vous voulez poser des questions, c'est bon. Sinon, c'est OK. Sinon, je passe la suite à Jean-Jacques. Merci Babette.
Ouais, Merci. merci Babette, c'était intéressant, très intéressant. Pas de questions? Merci. Alors, Monsieur Kesch enchaîne ensuite sur le fait de dire que la respiration n'a rien à voir avec les différences de pression des artères et des veines, ni des alvéoles, mais elle est en rapport avec la conversion du CO2. Ce qu'on a vu tout à l'heure, ce n'est pas de l'oxygène qui rentre qui est important, c'est le débit de CO2 qui va moduler la respiration. Celui-ci, en entrant en contact avec l'eau pulmonaire, qui est un milieu salin, les liquides minéralisés selon les types d'oxygène respiré, proche de celui du cerveau, devient alors un gaz, comme dans les bacs à CO2 que nous réalisons. Tout à l'heure, Frédéric nous a parlé du fait qu'il ne comprenait pas ce que c'était que les sacs. Je vais vous remontrer ce que c'est qu'un sac. On l'a vu tout à l'heure dans l'anatomie du poumon. C'était laquelle? Voilà, on peut prendre celle. Non, c'est pas celle-là. Alors, où est-ce qu'elle est? C'est avant encore. C'est un des premiers, c'est le premier ou le deuxième. Voilà là. Voilà, donc le sac. Voilà. Voilà. Le sac pleural. Je descends. Voilà. Donc le sac, c'est tout ce qui c'est ce qui entoure le liquide bleu ici. C'est ce qu'on appelle le sac pleural. Donc c'est comme un sac fermé qui permet donc la connexion fluide entre l'organe, ça peut être le foie, ça peut être le poumon, ça peut être les reins, et la cage thoracique qui est autour. Voilà. Donc ce liquide bleu est un liquide d'une teneur saline. Je ne connais pas la teneur du sel, le pleural, je m'en souviens plus, c'est assez ancien. Mais disons que chaque sac organique a son type de sel. Donc, l'énergie se propage donc dans les poumons des couches nanopulmonaires. En fait, le poumon se charge et se décharge, provoquant les contractions et décontractions des poumons. C'est exactement un condensateur. Un condensateur électrique a la propriété de laisser entrer le courant, de le stocker et de le restituer à un temps X ultérieur. Les différents oxygènes, par exemple, vous avez de l'oxygène contenant des phéromones, c'est comme ça qu'on peut les distinguer, celui d'une rose, celui d'un pin, celui d'une bruyère, d'un chêne ou d'un hêtre. Donc on respire différents types d'oxygène. Par ailleurs, le CO2 dans le cerveau se comporte différemment selon les liquides des ventricules considérés, ou bien le liquide céphalorachidien, ou bien le liquide médiastinal, ou le liquide pleural. Donc on vient de voir qu'il y avait différents types de sels. Donc il faut se rappeler que lorsqu'on vous a dit que tous les organes baignaient dans un liquide avec des sels différents. La formation des réacteurs est un modèle qui se répète également dans l'abdomen, de même dans le pelvis. On verra ça plus tard avec les autres organes, ce que la médecine chinoise a déjà bien compris avec les méridiens, où tout est inscrit dans le bout des doigts. Et donc, on peut considérer que tout le corps est comme un hologramme, ce qui est visible avec les images en 5D, avec les images atomiques en médecine actuelle. Suite à une question sur les déficits... Pardon? Ah, je croyais que quelqu'un parlait. Suite à une question sur des déficits pulmonaires, le docteur Elia explique que les différentes étapes des lésions pulmonaires. Et donc, il y a des difficultés respiratoires qui se révèlent avec un encrassement comme le mucus bronchique. Puis ensuite, ça évolue en dilatation des bronches et en stagnation artério-veineuse ensuite, parce qu'il n'y a plus d'échange oxygène-gaz carbonique. Donc, il y a une déficience de gaz carbonique. Donc, comme les capteurs perçoivent qu'il n'y a plus assez de gaz carbonique, donc on se retrouve avec une information de détresse respiratoire. De même, il y a aussi, donc ça c'est des maladies qui évoluent lentement, mais il y a également des maladies pulmonaires d'origine génétique, etc. Alors ensuite, on a une question sur l'ablation du thymus. Monsieur Kesch répond qu'on peut recréer le thymus. Le thymus, on le verra dans un prochain cours de façon plus détaillée. Est-ce que l'oxygène peut être remplacé par un substitut? Donc, Monsieur Kesch explique que l'oxygène se comporte comme un élément ferrique parce qu'il est l'élément le plus lourd de toute la chaîne atomique entre le carbone, l'azote, l'hydrogène et l'oxygène. C'est lui le plus lourd.
C'est donc lui qui donne les formes des différents plasmagans de par sa capacité d'attirer et aussi de positionner les autres éléments par rapport à lui. Alors, j'avais préparé une image, mais j'ai oublié de la sortir. Est-ce que je l'ai ici? Non, je ne l'ai pas là. Bon, je vous la donnerai sous forme d'un PDF accessoire avec ce que fait l'oxygène par rapport à l'azote, l'hydrogène et le carbone. Donc l'oxygène, on va considérer que c'est un vecteur de force qui va donc attirer et positionner les autres éléments par rapport à lui. La position de ces éléments n'est pas toujours identique dans l'espace. Dans cette chaîne de gaz, entre carbone et azote et hydrogène, le carbone donne la forme à la matière, alors que l'hydrogène fournit l'énergie, par l'intermédiaire ensuite de l'ADN et de l'ARN. Les contractions, par conséquent, les contractions pulmonaires sont la vidange du condensateur et l'expire et la recharge du condensateur. Donc les trois champs du poumon, cœur, cerveau et les deux poumons, donnent un point d'équilibre dans le thymus. Ensuite, c'est le mouvement du diaphragme transmis au réacteur abdominal qui permet la gestion de la lymphe. Alors, je vais vous montrer l'image dessus, une image. Voilà, c'est pas évident à comprendre. Je vais rechercher. Voilà. Donc, le diaphragme, lui, suit le mouvement pulmonaire. Voilà. Ce qui est transmis à la masse abdominale, qui va donc, là-dedans, va se produire le travail de la lymphe, qui va informer le thymus en retour. Donc, c'est donc le thymus, par son champ, qui dirige l'information abdominale. Donc, en fait, on pourrait considérer que le thymus est une sorte de capteur et de décisionnaire de ce dont il a besoin, et il informe les tissus abdominaux, enfin le système lymphatique abdominal, de ce dont il a besoin. Ensuite, ça passe par le système osseux et ça revient au thymus. On verra le fonctionnement du thymus la prochaine fois. Alors ensuite, il y a une question au sujet, donc M. Kiesch donne un exemple au sujet de la prostate qui donne un peu plus d'éclaircissement. On avait vu ça dans un Zoom précédent. Et il dit que quand un homme a un conflit au sujet de la notion d'être fils, qui est censé reproduire sa copie génétique, à ce moment-là, il a une prostate qui est atteinte et avec une atteinte des côtes. Ah oui, puisqu'on a vu que le thymus n'était pas loin des côtes supérieures. Et il a une atteinte, bien sûr, pulmonaire. Donc, qu'est-ce qu'un père? Ou qu'est-ce que fait un père à ce moment-là? Émotionnellement, il crée le champ qui transfère physiquement dans la partie physique de son corps, à travers la lymphe et à travers l'émotion et le système nerveux. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec le cancer et l'arthrite. Donc, vous avez à la fois une lésion pulmonaire, la lésion de la prostate, les problèmes osseux ou les problèmes articulaires au niveau des épaules et des hanches sous forme de douleurs arthritiques. Il se crée alors un matériau, du calcium, pour obstruer les canaux prostatiques en pompant le calcium des os et des côtes, des chevilles, ils sont plus bas, et des hanches, puisque en fait les hanches sont à proximité de la prostate, donc la prostate va pomper le calcium qui est à proximité des hanches. Comme cela, il n'y a plus aucun matériau de procréation pour ne pas être encore blessé émotionnellement. Donc c'est une façon de camoufler la misère. C'est la relation entre le créateur et la création de la chaîne de communication. Ensuite, si vous regardez le sein maternel et le cancer de sa fille, d'une fille, si cette dernière a été abusée par sa mère, alors elle aussi bloque le lien maternel avec un apport calcique au niveau des os proximaux. Donc le calcium se fixe au niveau du sein et peut à ce moment-là mettre fin au désir d'une prochaine grossesse en lésant l'autre sein.
de façon à ne pas avoir à nourrir un autre enfant. Donc le calcium qui était destiné à l'enfant est donc stocké par le sein par l'intermédiaire du thymus. Je pense que tout à l'heure, vous aurez peut-être des questions à poser sur ce processus entre le cancer et le cancer de la prostate et celui du sein. On avait eu des petits doutes quant à la traduction. Là, je pense que c'est plus clair. Ensuite, M. Kesch termine son propos en disant que l'air que nous respirons affecte notre mentalité, notre couleur de peau, notre comportement, et que le fait de respirer de la façon qu'il montre, avec la coupe de vie, est le plus grand cadeau que l'humanité ait jamais eu. Et donc, c'est à nous de choisir si nous voulons continuer à tuer ou détruire ou pas, mais le discours est tellement décousu. Alors après, effectivement, je dis que le discours est décousu parce que c'est difficile à saisir, son discours part un petit peu dans tous les sens, mais je pense avoir retransmis l'essentiel. Le sujet entre l'âme et l'esprit est abordé ensuite, en disant que l'âme est le plasma de celui qui est créé, entre l'âme qui est libre et l'esprit qui est emprisonné, il y a une ligne de communication. L'esprit réside dans le thymus et l'âme réside dans le cerveau. L'âme est le proton, le thymus et l'électron. Donc, mais il y a un câble, c'est comme s'il y avait un câble de communication entre les deux. Ensuite, il parle des prophètes. Au sujet des prophètes et de l'auréole qui les entoure, Kesch dit que l'âme n'a pas de dimension, elle est dynamique. Sa force et ses dimensions sont dictées par celles qui les entourent. Cela vous donne une direction, et quand vous avez assez de force, eh bien, à ce moment-là, vous êtes. Cela vous permet d'aller et d'atteindre les âmes plus élevées. Il prend l'exemple de Jean-Paul II, et le Jean-Paul II, alors il dit, pas celui qui a démissionné, et celui de la princesse Diana. Et il dit, c'est très proche de ce que l'azote provient de l'hélium pour donner l'oxygène. Quand vous priez, vous donnez les sentiments de votre âme à la personne décédée. À travers votre âme, vous augmentez sa masse, qui est un receveur. Ce qui ne veut pas dire qu'elle accepte ou reçoive, et beaucoup lui ont donné. Donc beaucoup ont donné à ces deux personnes. Alors cette âme va élever son niveau et devenir comme une matière à une distance éloignée. Ils ont plus de pouvoir pour donner. Donc le fait de prier pour les âmes telles que Diana, par exemple, va élever son âme et à ce moment-là, elle pourra donner davantage. Alors selon qu'elles acceptent leur situation, à ce moment-là, elles décident de leur lieu dans l'univers. Il y a des gens sympas, il y a des gens criminels, comme on en a vu dans les religions. Donc quand une âme reçoit et accepte, car elle sait qu'accepter augmente sa masse, les pensées sont en fait des champs magraves. On en a vu Anne en a parlé tout à l'heure dans le 186. En recevant plus que ce qu'elles peuvent donner, elles vont pouvoir à ce moment-là donner à leur tour. C'est ce qu'on appelle l'élévation. Ensuite, peut-on communiquer avec les morts? Alors, qu'est-ce que je dis c'est une réponse en imagination ou avec votre âme? Donc, il répond non, car vous devez être au niveau de communication et la pensée n'en est pas à ce niveau. Mais l'âme pourrait transférer des connaissances à la physicalité. Mais au cours du rêve, on atteint d'une certaine façon ce point. Par exemple, si vous rêvez à un oncle que vous n'avez jamais connu, de par votre ARN, vous recevez une information. Donc, Diana et Jean-Paul ont beaucoup reçu en prière et ont ainsi élevé la densité et le niveau de leur âme pour pouvoir ensuite donner. Et lorsque l'âme reçoit tellement de prières en même temps, eh bien, elle les donne en oxygène, elle augmente sa masse et devient à ce moment-là du plutonium. Et c'est à ce niveau que vous interagissez avec d'autres niveaux. Et bien souvent deviennent la manifestation de ces niveaux et ils sont capables de réaliser, de donner. Ensuite, on a une question au sujet des ganses de nourriture. Alors là, il dit qu'il est impossible sur Terre de réaliser de telles ganses car il y a trop d'interférences contrairement à l'espace. Cela dépend de votre structure d'acide aminé. Ce qui est bon pour moi ne l'est pas forcément pour vous. Donc méfiez-vous des aliments réalisés avec la coupe de vie. Les ganses alimentaires de la technologie Kesch sont faits pour l'espace, bien qu'ils donnent ici certains résultats. Donc ne consommez les ganses que de la manière que la Fondation aura validée. Ensuite, il décrit pas mal de distorsions du comportement humain pour que les hommes, alors il donne un exemple, pour que des hommes cherchent une blonde en épousant une brune, pour ensuite qu'elle se décolore ensuite. Pourquoi vous volez?
Dans les 10 commandements, il y a tout ce qui doit être respecté. Simplement, en respirant dans l'appareil qui modifie le comportement d'un incarne partisan de la guerre, il se souviendra même plus de ce qu'il a fait et qui va devenir paisible. Donc la paix est le but. Tant que je n'aurai pas terminé ma mission, on pourra toujours essayer de m'éliminer et ils n'y arriveront pas. Alors donc quand il parle de l'appareil respiratoire, c'est comment dire? Ah, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. J'ai mis en route ma vidéo sans le faire exprès.